Gaston Monnerville, né à Cayenne en 1897. Études de droit à Toulouse, avocat, l'un des plus brillants de sa génération. Membre du Parti radical, qui est alors comme le double de la Troisième République, il est élu député en 1932 avec les jeunes Turcs comme Pierre Mendès France ou Jean Zay. Secrétaire d'État aux colonies en 1937-1938, l'homme de la Guyane se passionnera toujours pour ce qu'il est convenu d'appeler l'outre-mer. Engagé dans la marine en 1939, résistant de la première heure, la suite est connue. Président aux destinées du Conseil de la République de la 4e, puis du Sénat de la 5e, il personnifie d'abord une certaine idée de la République, celle de 89, mais aussi celle des instituteurs. Une République laïque, démocratique et parlementaire, une République qui est en son drapeau, loin outre-mer. Mon enfance en Guyane française s'est écoulée dans un pays dont je garde, vous pensez bien, encore la nostalgie. Pays de grande verdure, connu comme une des régions de l'Amazonie, c'est-à-dire avec ces magnifiques forêts et ces fleuves énormes qui ont fait rêver tous ceux qui, comme moi, ont été élevés là-bas. Mais il y a autre chose dont je vais vous parler, et c'est surtout la formation que nous avons reçue dans ce pays. Lorsque je suis né, moi, il y avait déjà chez moi des directeurs d'école issus de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Il y avait déjà des instituteurs et des instituteurs formés par tout cela qu'après la réforme de 1882, Jules Ferry et la Troisième République avaient envoyé là-bas comme formateurs. Je considère cela comme extrêmement important, car pour ma part, et je ne suis pas le seul, ma vie a été marquée, vous entendez bien, marquée par la formation que ces instituteurs nous ont donnée. On a, en parlant d'eux, prononcé le mot de « apôtre ». On a eu raison, car ces hommes considéraient qu'ils avaient une véritable mission. Encore un mot dont on a usé et abusé aujourd'hui, qui peut paraître un peu fade, mais restitue-lui tout son sens. Et vous retrouvez l'instituteur de l'époque. L'instituteur de l'époque était un homme qui, comme bagage universitaire, avait en général au maximum le brevet élémentaire. Certains avaient pu accéder jusqu'au brevet supérieur, ce qui était vraiment le summum pour eux. Mais tous, ils étaient passés par le certificat d'études, ils étaient passés par le brevet, et surtout, ils avaient considéré que la Troisième République leur avait donné une mission de formateur. Parce que l'instituteur ne nous instruisait pas seulement, il nous formait. Si vous permettez le mot, il nous éduquait. Exactement, chose qui correspond à la conception de la Troisième République de cette époque-là. Je parle encore une fois, notamment la grande réforme de 1882 de Jules Ferry. Ils considéraient qu'ils avaient une mission d'homme vis-à-vis de jeunes compatriotes qu'il fallait former civiquement. Non seulement il leur fallait apprendre l'histoire de France, on nous a appris, à nous aussi, les Gaulois, nos ancêtres, nous savons, nous avons dit ça. Mais nos instituteurs nous expliquaient que si cette formule, selon l'expression d'aujourd'hui qui est une formule assimilatrice, assimilation, était employée non seulement dans les livres, mais dans des leçons qu'ils nous faisaient, c'était pour nous montrer que nous pouvions, en travaillant sérieusement, en nous forçant à l'étude, un jour devenir l'égal de ceux-là qui, eux, se disaient les descendants des Gaulois, c'est-à-dire nos frères métropolitains. C'est le sens qu'il faut donner à ce mot, et non pas simplement s'en gausser et en rire. Ils considéraient que nous pouvions, ils le considéraient à la suite justement de ce que les lois de la République troisième avaient instauré, ils considéraient que nous pouvions, par le travail, par le sérieux, par le désintéressement, devenir des hommes civiques aussi bien que nos jeunes camarades ignoraient de nous, en raison de la distance géographique, qui, eux, étaient instruits dans la métropole exactement selon les mêmes principes et dans la même ligne. C'est très sérieux ce que je vous dis là. Et nous étions, nous, les enfants, qui commencions cette étude à partir de l'âge de 7 ans, nous étions, nous aussi, peu à peu, pénétrés de cela. Et nous avons été formés de telle façon que le jour où il y a eu des difficultés, comme par exemple la guerre de 14-18, eh bien,
Il y a eu beaucoup d'engagés volontaires pour venir servir en France. Quand il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a eu encore beaucoup d'engagés volontaires. Moi-même, je l'ai été à 43 ans à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que nous sommes restés imprégnés de cet idéal et nous avons voulu rester fidèles à cet idéal qui, à notre sentiment, s'adressait à tous les hommes. La révolution de 1789, par exemple, pour nous, la déclaration des droits de l'homme dont tout le monde parle aujourd'hui, fort heureusement, nous avons appris à connaître cela dès que nous avons eu 10 ans, 11 ans, 12 ans, par cette formation qui nous était donnée. Et nous avons compris, par exemple, celui qui vous parle en cet instant, qui a eu beaucoup comme homme politique et dans les différentes fonctions que vous connaissez, à prendre la parole ou à défendre des positions, nous avons eu cette conception que la Déclaration des droits de l'homme, ce n'était pas seulement une œuvre française destinée aux citoyens métropolitains français, c'était une œuvre française certainement, mais destinée à tous les hommes de toute nation et de tout pays et de toute race, de telle sorte que nous n'avons jamais été gênés. Nous qui sommes issus des différentes races, et notamment de la race noire, nous n'avons jamais été gênés pour parler de la déclaration des droits et des devoirs de l'homme ou des citoyens sur le même plan, au même niveau que nos frères métropolitains. Il y a ça à la base. Et bien ça, c'est en Guyane que je l'ai appris. Et vous comprenez que quand je parle de mon pays, qui est mon pays natal, immédiatement me vient à l'esprit le souvenir de ces instituteurs et de ces institutrices qui nous ont ainsi formés. Et il faut le dire, alors qu'eux, bien souvent, n'ont pas pu quitter le pays, même pour venir en France, sauf quand ils avaient très rarement un congé une fois tous les 5 ans, qui préféraient passer là-bas car ils n'avaient pas les moyens de venir vivre en France. Très souvent, ces hommes nous ont envié à nous les jeunes, de connaître ce pays de France qu'eux ne connaissaient pas, mais dont ils connaissaient l'idéal et la mission. C'est très important ce que je vous dis là. Et ça ne s'applique pas à un homme seulement, moi par exemple. Ça s'applique à toute une suite de générations. Songez qu'en 1897, date qui est celle de ma naissance, il y avait déjà plus de 2 générations d'instituteurs, d'institutrices autochtones, guadeloupéens, martiniquais, guyanais, je le répète, nous formons nous. Or, l'esclavage a été supprimé quand ? L'esclavage a été supprimé en avril 1848. Voulez-vous compter 1848, 1897, ça ne fait pas 50 ans. Et entre-temps, ont été formés des hommes comme par exemple Félix Éboué, dont les restes sont aujourd'hui à côté de Victor Gelcher au Panthéon, et qui, lui, restait fidèle à cette formation française, a rempli comme administrateur, comme citoyen, et plus tard comme gouverneur général, et comme Français, l'œuvre que vous savez, notamment Félix Éboué, qui ayant formé le Tchad, a amené, on peut dire, toute l'Afrique équatoriale française au général de Gaulle au moment de la libération. Il a obéi à quel sentiment ? Pas du tout un sentiment de belliciste. Il a voulu faire respecter et maintenir, dans toute la mesure où cela pouvait dépendre de lui, ces notions précisément d'égalité entre les hommes, de liberté et d'attachement à la France, pays de liberté, que nos instituteurs lui avaient appris, comme à moi-même. Or, lui, l'année 84, il aurait eu 100 ans, calculez vous-même. Le peu de temps qu'il a fallu, de 82 jusqu'à, si je peux dire, à la formation d'hommes comme Félix Éboué, et par conséquent de moi-même, grâce à l'enseignement civique qui nous a été apporté en Guyane par la République française. Pour venir faire ses études en France, il fallait passer un concours des bourses. Je ne dis pas un examen, je dis bien un concours. Parce que ce pays qui a un potentiel extraordinaire au point de vue naturel était un pays économiquement pauvre. La Guyane n'avait pas les moyens de payer des bourses, même à ses meilleurs élèves, pour aller faire des études en France. Il fallait donc un concours, une sorte de sélection déjà, si j'ose employer ce mot. Alors le concours avait lieu tous les ans, et
J'ai passé le concours en 1912, moi, l'année précédente. En 1911, il y avait eu une bourse pour 6 ou 7 candidats qui s'étaient présentés. Et la personne qui avait été reçue à ce concours de bourse, c'était justement mon frère aîné. Mon frère aîné, étant reçu, m'avait donné des conseils de frère aîné que je n'ai jamais oubliés, m'a dit, au moment où j'ai été l'embarquer à bord du bateau, il n'y a pas d'avion à l'époque, c'était le bateau, 23 jours de voyage, m'a dit simplement ceci: je compte sur toi la semaine prochaine, je t'attends à Toulouse. Ce qui était un viatique considérable, mais en même temps un engagement pour moi qui me faisait un peu frissonner. Et l'année suivante, en 1912, je me suis présenté au concours, à la fin de la 3e, comme je viens de vous le dire, et la Guyane française, entre-temps, ayant eu par ses boursiers à Toulouse, à Nantes et ailleurs de bons résultats, avait pu obtenir de la métropole, en l'espèce du ministère des colonies de qui nous dépendions, le partage des bourses entre la métropole et la Guyane de façon à donner plus de bourses. La bourse était de 1000 francs par an à l'époque, vous voyez. Et la Guyane ne pouvait pas supporter cela. Il y avait en plus un trousseau de 200 francs, je me rappelle très bien les chiffres. Donc, un boursier coûtait 1200 francs par an à la Guyane française, qui ne pouvait pas faire face à cela. Alors, on a pu obtenir en accord le conseil général de là-bas, le ministère, la métropole prenant à sa charge la moitié de la bourse. Ce qui fait donc que les 1200 francs portés sous la 1500 francs permettaient de donner 3 bourses au lieu d'une. J'ai été reçu en 1912 avec 2 autres camarades, dont un qui a été reçu premier ex-aequo avec moi, qui a été mon ami le plus cher et le plus fraternel jusqu'à sa mort. Je suis donc parti comme boursier. Une bourse qui était continuellement contrôlée par non seulement le conseil général du pays, mais par le proviseur du lycée. Et de nos notes dépendait beaucoup le maintien de la bourse. C'était une émulation. C'était presque une obligation de bien travailler, si vous voulez. Mais nous étions tellement heureux, tellement fiers d'être boursiers et d'aller en France, que je n'ai pas besoin de vous le dire, nous travaillions de notre mieux. Et en général, les résultats des boursiers, je parle en tout cas pour le lycée de Toulouse, a toujours été tel que nous avons toujours été parmi les premiers, les seconds, quelques boursiers que nous fussions, n'est-ce pas? Je suis donc arrivé en septembre 1912 comme boursier au lycée de Toulouse, interne, enfermé, hélas, entre 4 murs, ce qui n'était pas très réjouissant. Mais enfin, c'est un autre aspect du problème. J'ai donc pu, grâce à cette bourse, comme mon frère, comme d'autres, passer les 2 baccalauréats selon les règlements de l'époque. Ensuite, seulement une fois bachelier, j'ai pu obtenir ce qu'on appelait à l'époque une subvention du conseil général de la Guyane pour faire une licence. Et à ce moment-là, j'étais porté à la fois vers les lettres, vers le droit, c'était mon goût personnel. Ayant eu la chance d'avoir de très bons résultats dans les différentes classes et surtout au baccalauréat, conseillé par mes professeurs, j'ai poursuivi en même temps les 2 licences, lettres et droit. J'ai eu qui était à ce moment-là une licence de lettres d'enseignement. Il n'y a pas de certificat comme aujourd'hui. Et le latin était obligatoire. Je me permets de dire ça pour vous montrer que c'était la suite vraiment de la formation que j'avais reçue en Guyane par ces instituteurs dont j'ai tellement, à juste titre je crois, vanté les mérites. J'ai donc passé mes 2 licences en même temps, licence en droit, licence lettres, et ma subvention a été épuisée. Il fallait obtenir une autre subvention pour faire le doctorat en droit. Et là, je n'ai pas pu obtenir une subvention de la Guyane française, j'ai pu obtenir une subvention de la Martinique, dont mes parents étaient originaires. Car mon père et ma mère étaient originaires de la Martinique, installés en Guyane, mon père étant un très modeste fonctionnaire. La Martinique connaissait les résultats de mes études tant en Guyane qu'au lycée qu'à la faculté, et la Martinique a consenti à me donner une subvention pour faire mon doctorat en droit. Voilà comment j'ai pu faire mon doctorat en droit, doctorat de droit civil d'ailleurs, jusqu'à la thèse incluse, c'est-à-dire 3 ans. On avait 2 ans d'examen, plus 1 année de préparation de thèse, plus la soutenance. Et à ce moment-là seulement, on était docteur en droit. J'ai donc pu avoir cette chance, je l'indique, grâce donc à une bourse de la Guyane pour mon baccalauréat, une subvention, disons une bourse du Conseil général de la Guyane pour mes 2 licences, et une bourse de la Martinique pour mon doctorat.
Je suis arrivé, je vous l'ai dit, en septembre 1912. Il y avait très peu d'originaires des colonies, comme on disait à l'époque, dans les lycées français. Il y en avait quelques-uns à Nantes, il y en avait quelques-uns à Bordeaux, il y en avait quelques-uns aussi à Toulouse. Mais l'accueil a été excellent, je tiens à le dire. Il n'y a jamais été question de différence de race, de couleur avec mes petits camarades. Jamais, jamais, jamais. Et mes relations avec eux sont telles qu'aujourd'hui encore, j'ai des relations avec d'anciens camarades de mon lycée, beaucoup sont morts hélas. Je fais d'ailleurs partie de l'association des anciens élèves du lycée de Toulouse, où nous nous réunissons 2 fois par an, et où nous avons, c'est inscrit pour personne, nous avons tous les ans, il vient d'avoir lieu une réunion, nous n'appelons pas ça un banquet, nous appelons ça un repas amical qui a lieu tous les ans, je peux vous le dire, au réfectoire du lycée Henri IV à Paris, où se rencontrent les anciens élèves de toute génération. Je suis naturellement l'un des plus anciens, mais nous retrouvons là des professeurs qui ont été élèves après nous. Nous retrouvons des fils et des petits-fils de ceux qui ont été nos camarades, et dans une ambiance de potache, je vous le dis, où nous finissons toujours d'ailleurs notre repas du soir. Après, il y a le cassoulet traditionnel, le cassoulet toulousain traditionnel, le foie gras, cela va de soi. Du vin du Lot et de Cahors, j'ai représenté le Lot, vous le savez, du vin rouge de cette région, ou du vin de la région de Toulouse, c'est purement toulousain et ancien élève du lycée. Et nous finissons en chantant tous l'hymne toulousain, au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Lorsque j'ai fini mes études de droit, je suis resté comme avocat à Toulouse pendant 3 années. Puis ensuite, pour différentes raisons familiales et autres, je suis venu m'installer comme avocat à Paris, sur conseil donné par des magistrats, par des avocats, etc., et par mon frère aîné. Je suis venu essayer, tenter Paris, comme on dit, donc monter, comme on dit, de Toulouse à Paris, au bout de 3 ans d'exercice de ma profession. Et j'ai eu la chance de rencontrer César Campincky, qui, à mon avis, était l'un des meilleurs et des plus grands avocats que le barreau ait connu dans cette période-là. Je suis devenu son collaborateur, comme on disait à l'époque. On dit secrétaire aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai donc été collaborateur de Campincky, qui n'était pas homme politique, qui était avocat à la cour, très célèbre, et que tout le palais, déjà, lançait vers le bâtonnat. Il a été membre du Conseil de l'Ordre, élu magnifiquement. Moi, j'ai suivi ma carrière de jeune avocat. Je suis devenu secrétaire de la conférence des avocats. Je suis devenu président de l'Union des jeunes avocats, une série de postes honorifiques. Pour un jeune, on m'a même appelé le bâtonnier des jeunes. Tout ça est si lointain que je peux aujourd'hui en parler sans ostentation. Bref, j'ai eu la chance d'être très bien accueilli au palais de justice, et comme homme, et comme avocat, et disons comme concurrent, car nous sommes tous concurrents. Là non plus, je n'ai pas à me plaindre, j'ai été vraiment favorisé. Et un jour, éclate en Guyane française une émeute qui aboutit même à des effusions de sang. Je suivais depuis longtemps, bien évidemment, et depuis toujours, l'évolution de mon pays, mais je ne m'étais jamais mêlé de politique. Que je vous donne ce détail, en 1924, on m'avait demandé de me présenter à la Martinique, à un poste de député, où, selon l'avis de tout le monde, j'avais des chances d'être élu. J'avais refusé. Non pas par coquetterie, mais ça ne me disait rien du tout. Je m'intéressais beaucoup aux problèmes politiques, aux problèmes de civisme, formation dont je vous ai parlé,
j'étais déjà membre du Parti radical socialiste comme l'un des jeunes. Je faisais partie de ce qu'on appelait les jeunes turcs, avec Jean Zay, avec Mendes France, avec Martine Desplat, avec Jacques Kayser, avec beaucoup d'autres. Et j'étais même membre de commission au sein du parti où je travaillais les problèmes, notamment les problèmes d'outre-mer, ce qui a toujours été, vous le savez, ma préoccupation, l'une de mes préoccupations premières, mais j'avais toujours refusé de me présenter, ou comme conseiller municipal, ou quoi que ce soit, rien. Alors que je faisais des conférences politiques, mais sur le plan de l'idée. 1928, on me demande de nouveau de me présenter à la Martinique. Je refuse. Et ceux qui me le demandent, ce n'est pas n'importe qui. C'était par exemple des parlementaires de la Martinique, des avocats, des bâtonniers, des gens comme celle-là, des gens comme ceux-là, des gens qui avaient un standing réel, soit social, soit politique, et puis des gens qui connaissaient ma famille. Je vous ai dit que ma famille était originaire de la Martinique, et la famille Monerville était heureusement, honorablement connue. Je ne dis pas respectée, mais considérée. Et puis on connaissait, car il y avait là une sorte de solidarité de ces intellectuels, si vous voulez. On connaissait mon pedigree de lycéen, d'étudiant, d'avocat. À Toulouse, j'avais eu certains succès également. Et sur le plan universitaire, tout ça était connu là-bas. Des gens, on disait, tu vas voir Monerville, il a fait ceci, et toi aussi, tu devrais faire cela. Enfin, on donnait un peu un exemple, si vous voulez, ce fils de la Martinique et de la Guyane, qui à Toulouse avait réussi, patati patata, passant. Ce qui fait donc qu'il était normal que certains puissent penser à l'époque à Monerville pour être un représentant au Parlement. J'ai refusé. Pour les mêmes motifs, ça ne me disait rien. La même année, aux mêmes élections, éclatent en Guyane, précisément, des troubles. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu, je n'entre pas dans le détail, il y avait eu une fraude éhontée qui avait fait proclamer comme député M. Lautier, qui était un métropolitain soutenu par le ministère des Colonies, contre le candidat présenté par l'ancien député Jean Galmot. C'est toute l'affaire Jean Galmot, l'affaire Galmot, qui est devenue une affaire célèbre par la suite. Cette affaire a entraîné une émeute. On n'avait jamais vu en Guyane d'émeute. Il y a eu émeute dans la rue, il y a eu tuerie, il y a eu des gens qui ont été tués, 4 personnes qui ont été tuées. Une chose qui a duré 48 heures passées, je n'entre pas dans le détail, mais des gens comme Blaise Sandrard, quantité d'écrivains ont écrit des livres là-dessus. Et j'ai été sollicité comme avocat pour défendre mes compatriotes dans cette affaire, qui restait une affaire historique. 2 ans d'instruction là-bas. La Cour de cassation a soulevé la suspicion légitime, au lieu de laisser juger là-bas l'affaire, qui évidemment avait créé une atmosphère épouvantable. Vous pensez bien de véritable révolution, d'indignation de la part de cette population dont les droits étaient bafoués. La Cour de cassation a désigné la Cour d'assises de Nantes pour continuer l'affaire et la juger. 2 ans d'instruction de nouveau à Nantes et audience publique pendant 17 jours exactement, matin et soir, pour juger cette affaire. J'ai été choisi comme avocat par mes compatriotes. Naturellement, je m'y suis donné tout entier, je n'ai pas besoin de vous dire. L'opinion de tout le monde, journalistes, écrivains et autres, et mon opinion personnelle, c'est qu'en effet, ça a été l'affaire de ma vie. Étant donné ce que je vous ai dit de la formation que j'avais reçue, je ne pouvais pas accepter la violation des droits civiques chez moi. Je ne pouvais pas accepter qu'on proclame un député un monsieur qui n'était pas élu au détriment de quelqu'un qui, légitimement, l'avait été. C'était incontestablement bafouer les droits du citoyen, c'était bafouer les droits de l'homme dans un pays français, depuis 1604, je le répète, et qui n'était composé que de citoyens français. Ne l'oubliez pas. Ce n'était pas comme l'Afrique, qui n'était pas représentée à l'époque. C'était, encore une fois, un pays de citoyens français dont les droits étaient bafoués. Et alors, nous avons, après, je me suis fait aider dans cette affaire par des avocats comme Henri Torres, par exemple, et comme certains autres, mais j'étais vraiment le cœur de l'affaire, si vous voulez. Si vous lisez comment dirais-je, la presse de l'époque, vous verrez ce qu'on a dit. Je m'y suis donné tout entier comme c'était bien naturel. Et nous avons enlevé l'acquittement général. Et à la sortie de la dernière audience, les jurés, vous entendez, qui étaient tous des métropolitains, des Nantais, des gens de là-bas, de Nantes, de Saint-Nazaire et tous, les jurés m'ont porté sur leurs épaules à la sortie. Je vous dis ça pour montrer quelle a été l'émotion, un véritable bouleversement dans l'opinion française par cette affaire-là. Et quand mes compatriotes ont été acquittés, et qu'on les a sortis de prison, où ils avaient été, hélas, depuis 4 ans,
C'est la population nantaise, vous entendez? C'est la population de Saint-Nazaire. C'est le maire, ce sont les conseils municipaux. C'est M. Blanchot, qui était à ce moment-là député et maire de Saint-Nazaire, qui les a pris en charge pendant les 15 jours qu'ils ont dû attendre pour retrouver le bateau pour aller en Guyane. Je n'ai pas besoin de vous dire, pendant ces 15 jours, j'ai été le revoir. Il y a eu là une grande effervescence qui s'est communiquée à toute la nation française, c'était dans tous les journaux, et à l'étranger, si vous lisiez les articles qui ont paru, sur cette affaire où la France retrouvait son âme, comme je l'ai dit, c'est-à-dire protégeait vraiment les droits des citoyens français, quelle que fût la couleur de leur peau, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit leur extraction. Ça a été une très, très, très grande chose. Alors, il s'est passé quoi? Eh bien, de tous les pays d'outre-mer, je dis bien de tous, même d'Indochine, qui commençait à demander son indépendance, on est venu me trouver pour me dire, vous avez commencé une œuvre, là, ça avait duré, je vous dis, 4 ans. Vous avez commencé une œuvre qu'il faut aller continuer au Parlement. Votre devoir est d'aller défendre au Parlement, comme vous l'avez fait devant la nation française à Nantes, les droits et aussi les devoirs des citoyens. Et les Africains qui n'avaient pas de représentants, sauf un député de 4 communes du Sénégal, les Indochinois et tous, Madagascar et tous, pendant des mois et des mois, m'ont envoyé des délégations. Et je n'ai pas besoin de vous dire la Guyane française. Lorsque, en Guyane française, on a rendu compte du procès, le titre a été « Vive la France ». Alors qu'avec Campinki, nous avions fait le serment dans son cabinet de ne jamais entrer au Parlement. Lui aurait été bâtonnier, tout le palais le demandait, et moi j'aurais continué ma profession d'avocat. La même année, aux mêmes élections, il y a eu des incidents très graves en Corse, et les Corses sont venus trouver Campinki pour lui demander d'être candidat à la députation. Moi, à ce moment-là, j'avais dit non, et nous sommes trouvés tous les deux devant cette exigence de nos deux pays. Campinki ne voulait pas faire du tout de politique, il suivait la politique, mais je vous répète, son désir était d'être bâtonnier, il l'aurait été sûrement, il aurait été certainement plus tard l'Académie française, c'était sa carrière à lui. Tout ça a été fichu par terre, si je peux ainsi dire, par les événements de 1928. Alors, j'ai reçu délégation sur délégation pendant des années et des années, pendant des mois et des mois, et j'ai été voir sur place, où j'ai été accueilli de la façon que vous supposez, ça a été un plébiscite du pays. Voilà comment je suis devenu député de la Guyane en mai 1932, et je suis resté député de la Guyane jusqu'en 46, calculez vous-même. Et entre-temps, j'ai été alors secrétaire d'État en 1937, aux colonies, secrétaire d'État de nouveau en 1938. Voilà comment je suis devenu homme politique. Les jeunes Turcs, c'est une expression qui vient de Turquie. Et quand le parti des jeunes Turcs a combattu sur place, comment dirais-je, ce statut politique turc, c'est-à-dire la réaction, les génocides et tout, on les appelait le parti des jeunes Turcs, c'est-à-dire des nouveaux, ceux qui voulaient faire du nouveau. C'est pas nous qui nous sommes appelés comme cela, c'est la presse qui nous a appelés jeunes Turcs. Nous avons semblé représenter au sein du Parti radical dans ces années-là, 1922, 23, 24, 25, il faut bien situer cette époque, n'est-ce pas? Au sortir de la guerre de 14, si vous voulez. Nous représentions, nous le disons sans prétention, une sorte d'élément nouveau, je ne dis pas une régénérescence, car le Parti radical n'a pas besoin d'être régénéré, il est encore très combatif et très vivant, mais des conceptions nouvelles d'action. Non pas, si vous voulez, de doctrine, pour employer des mots faciles, mais d'action. Et nous avions, à ce moment-là, 23 ans, 24 ans, 22 ans, les uns les autres, n'est-ce pas? Le plus jeune de nous tous, c'était Jean Zay. Il y avait Jean Zay, il y avait Mendes France, dont la carrière est connue. Il y avait Jacques Kayser, qui était un journaliste radical, très foncièrement radical socialiste, je dis plutôt radical socialiste, car l'expression existait à l'époque et correspondait à une réalité. Nous étions des jeunes radicaux socialistes.
Il y avait un Martino Desplat à ce moment-là, qui est devenu plus modéré par la suite, et beaucoup d'autres. Il y avait Lindon qui a été magistrat par la suite, qui était avocat. Il y avait une série de jeunes avocats, de jeunes universitaires et de jeunes journalistes. Si vous voulez, voilà un peu l'éclairage, n'est-ce pas? Nous ne luttions pas contre les anciens. Ce n'était pas la guerre des modernes contre les anciens, non. Nous étions foncièrement des républicains troisième, formés troisième, mais qui estimions qu'il y avait tout de même une modulation à apporter. Et les événements évoluaient, les mentalités aussi, les situations, surtout économiques et sociales, évoluaient. Car vous savez que Mendès France était un grand spécialiste des problèmes économiques et des problèmes financiers, fatalement. Moi, j'apportais, je pense, tout ce qui pouvait intéresser aussi bien la France que l'outre-mer en matière d'évolution des populations d'outre-mer. D'autres apportaient en matière sociale également ces données. Jean Zay apportait de son côté tout ce qu'il avait appris déjà au sein des universitaires, et puis dans le Loiret, qui était un pays un peu modéré, qu'il fallait un peu faire bouger, etc., etc. Alors nous étions donc, si vous voulez, des évolutionnistes, mais pas des destructeurs. Et c'était tellement vrai que nos aînés, le président du parti qui s'appelait Édouard Herriot, c'était pas n'importe qui, Édouard Daladier, qui avait été président, qui aspirait aussi à le devenir, je cite des noms, les frères Sarraut, Maurice Sarraut et Albert Sarraut, la Dépêche de Toulouse, la Dépêche du Midi d'aujourd'hui, donc le radicalisme foncier, des gens qui avaient connu, fréquenté, aidé des politiques comme Clémenceau, Jaurès lui-même. Il comprenait très bien nos idées nouvelles et nous admettait. Et nous faisions des travaux écrits. Nous rédigions des rapports. Nous nous réunissions entre nous, les jeunes, hors parti, mais tout en étant des radicaux socialistes du parti. Nous nous réunissions souvent chez l'un d'entre nous. Le plus souvent, c'était chez Lindon, par exemple. Il y avait aussi Gaston Maurice, ça en me vient à l'esprit maintenant, et beaucoup d'autres. Et nous travaillions très sérieusement les questions pour les porter à la connaissance de notre parti comme une contribution à apporter. Et nous portions aux commissions du parti, au sein du parti, les résultats de nos travaux, nos conclusions et nos motions. Vous voyez, donc ce n'était pas une question d'opposition de parti, c'est une question de rénovation, ça paraîtrait très prétentieux, mais disons d'évolution, je reprends le mot. Et nous avions toujours un orateur au congrès du parti, représentant la tendance des jeunes. Tout ça était très orthodoxe. On était d'accord avec nous, on n'était pas d'accord avec nous, mais nous étions écoutés au sein de nos congrès. C'est ainsi qu'un homme comme Jean Zay, qu'un homme comme Mendès France, permettez-moi de me dire, un homme comme moi-même, nous avons pu être connus, et de notre parti, non seulement de l'appareil du parti, mais de l'entier parti radical socialiste, fédération provinciale comprise. Nous allions souvent à province présenter notre manière de voir avant même le congrès. Donc ce n'était pas de l'hostilité, ce n'était pas de la rivalité, c'était dans notre pensée à nous une nécessité d'apport, disons nouveau, si vous voulez, en tout cas évolutif, au sein d'un parti dont les bases restaient foncièrement solides. Alors il n'y a pas eu de conflit entre jeunes Turcs et anciens Turcs. Il y a eu au moment de l'élection des présidents, parfois nous prenions parti pour X plutôt que pour Y. À un moment donné, les jeunes Turcs ont été davantage, si vous voulez, du côté de Daladier que du côté d'Herriot, parce que Daladier apparaissait un élément plus jeune, sortant de la guerre de 14-18, etc., etc. Et nous avons donc pu nous-mêmes évoluer au sein du parti et aider à l'évolution de notre parti. Voilà exactement ce que c'était. C'était passionnant. Car nous, les jeunes, nous gardions contact avec les militants, même s'ils n'étaient pas des radicaux socialistes. Par exemple, lorsque nous avons créé les jeunesses républicaines, ce n'était pas issu uniquement du Parti radical socialiste. Jeunesse républicaine dont Jean Zay a fait partie, et moi-même, et qui essayait de toucher les jeunes socialistes, même les jeunes communistes, n'est-ce pas, ceux-là qui voulaient défendre les principes de la République et les principes de la démocratie. C'est donc très spécial. Je ne dis pas que nous ayons chamboulé le parti dans ses conceptions, pas du tout. Mais il y a beaucoup de nos idées qui ont été retenues. La preuve, c'est que lorsque le Front populaire a été envisagé après 1934,
À ce moment-là, il y avait déjà certains d'entre nous qui étions députés. Jean Zé l'était, Modeste France l'était, je l'étais moi-même. Je crois même Martine Desplat l'était également. Et tous ceux que nous avions fréquentés au sein des jeunesses républicaines, Viennot, par exemple, ce nom me vient à l'esprit, tout cela, je ne dis pas faisait bloc, n'étions pas un bloc, mais faisait un amalgame avec nous. Et nous nous sommes retrouvés à la Chambre, au moment de 1934, complètement d'accord, parce qu'il s'agissait de préserver la République et ses principes. À cette époque-là, précisément, presque tous les jeunes Turcs sont devenus députés. Certains l'ont voulu, comme Modeste France, comme Jean Zé, d'autres y ont été poussés comme moi, je vous ai dit mon cas, d'autres ne l'ont pas été, mais nous nous sommes retrouvés encore une fois avec des éléments, voilà le mot que je cherchais, ayant les mêmes conceptions politiques que nous, quoique n'appartenant pas au Parti radical socialiste, des éléments communs à la Chambre, et notamment au 6 février 1934, et notamment au Front populaire 1936. Mais c'est pour vous montrer que cette réunion de jeunes Turcs n'a pas été une chose inutile, ni pour le Parti radical socialiste, ni, je me permets de le dire, pour la sauvegarde de la République elle-même. Eh bien, en 1934, quand le 6 février a éclaté, nous avons été tous d'accord pour dire non, nous n'acceptons pas. Car c'est la République elle-même, telle que nous la concevions et telle que nous l'aimions, je me permets de dire telle que nous l'aimons encore, qui était menacée. Nous avons été d'accord pour garder contact avec tout républicain de ce pays, tout démocrate de ce pays qui voulait se battre pour la République. Et ceux qui ont constitué, après le Front populaire, il faut le rappeler, dès 1934, ont été en contact. Il n'y a pas eu que les partis politiques. Beaucoup l'ignorent, d'autres l'ont oublié. Il y a eu les mouvements ouvriers, il y a eu la CGT. Qui est-ce qui était secrétaire général de la CGT à l'époque? C'était Léon Jouot. Et le parti, la CGT n'était pas dominée par un parti politique. Il y avait une majorité de gens appartenant au Parti socialiste, c'est sûr. Il y avait des communistes, il y avait des radicaux socialistes. Et Léon Jouot a été d'accord pour le contact permanent entre les partis républicains, et notamment le mien, Parti radical socialiste, avec tout ce qui représentait la défense de la République sur le plan syndical, sur le plan social, sur le plan ouvrier, sur le plan intellectuel, sur le plan universitaire, etc. Voilà comment est né le 6 février. 6 février est né le Front populaire. Le Front populaire n'est pas né seulement du rapprochement de 3 ou 4 partis politiques. Il est né du consensus spontané de tout ce qui, en France, a considéré que la République était menacée et qu'il fallait la défendre. Je vous répète encore une fois, syndicats, CGT, FO, etc., etc., tout mouvement démocratique, et aussi, donc, le parti politique. Et alors, il y a eu une création c'était pas une commission, mais d'une grande rencontre de délégués de toutes ces formations. Et voilà comment moi, Jean Zé, Mendes France, nous avons fait partie de ces formations préparant 1936. Car 1936 a commencé en 1934. J'étais député, j'ai vu, au cours de la séance du 6 février 1934, je suis sorti sur la terrasse de la Chambre des députés en plein après-midi, j'ai vu ce qui s'est passé place de la Concorde. Et j'ai dans les yeux, vous entendez, une scène notamment où les gens d'Action française, avec leurs longues perches et leur rasoir, tranchaient les muscles des chevaux des gardes républicains pour les faire tomber. J'ai vu ça de mes yeux, là, en plein jour. On a écrit beaucoup de choses sur le 6 février 1934, on en a dit beaucoup de mal. Il y a un bien qu'on pourrait dire. On a présenté la Chambre comme étant partie en débandade, c'est pas vrai du tout. La Chambre a siégé jusqu'à 8h30 du soir. Sans interruption. Je me rappelle l'attitude d'hommes comme Édouard Herriot. Et de beaucoup d'autres, et de Léon Blum, et de beaucoup d'autres, qui sentaient que la République était vraiment menacée ce jour-là. Et qui ont demandé qu'on siège en permanence, justement, pour réagir contre. Et voter à ce moment-là une série de mesures, d'ailleurs. La séance a été... s'est terminée vers 8h30 du soir. J'étais avec Édouard Herriot lorsque, près de à la place des Invalides, il a été attaqué par la foule et qu'on voulait le jeter à la Seine. Nous avons été 6 à l'entourer et à le défendre. Et je me rappelle son attitude très courageuse.
en face de gens qui avaient été montés, qui revenaient de la place de la Concorde. Et lui, il voulait rentrer dans son hôtel qui se trouvait près de la Madeleine, où il descendait toujours. Nous en avons évidemment dissuadé. Et Campincky, qui était député, l'a persuadé de ne pas y aller. Et en effet, la foule arrivait pour le lyncher. Il n'a pas été lynché parce que nous l'avons couvert et nous avons eu le temps d'appeler la police. La foule est toujours la même. Elle est ardente quand on l'excite. Il lui arrive tout d'un coup de tomber, comme un soufflet dans une assiette, quand le soufflet n'est plus chaud. C'est ce qui est arrivé. Et je me rappelle, avec Tony Révillon, avec Cornu, avec 4 ou 5 que nous étions là, nous sommes opposés à cette foule, nous ne représentions rien du tout, ils pouvaient nous écrabouiller. Mais quand on leur a dit « vous ne toucherez pas à Édouard Herriot, vous ne toucherez pas à la République », ça a été curieux. Ça a baissé d'un ton. Et je me rappelle un bonhomme qui voulait foutre Herriot dans la Seine, Herriot à la Seine avec une bonne femme, et Herriot ayant répondu « ça je l'ai entendu, c'est historique. Me foutre à la Seine, moi ? Ah, si encore c'était le Rhône, je suis maire de Lyon. » J'ai connu Pierre Laval au barreau de Paris, quand je suis venu m'inscrire et que j'étais collaborateur de Campincky. Par conséquent, à partir de 1921, c'est venu en fin 21 ici, ici à Paris. Et je l'ai d'autant mieux connu qu'il était un très bon ami de César Campincky, qui était très bienveillant, très gentil, que le palais aimait beaucoup. Et Pierre Laval était de ceux qui incontestablement admiraient le talent de Campincky, et sa subtilité de Corse, et son intelligence et sa culture. Laval était déjà ce qu'il a montré par la suite, c'est-à-dire un homme extrêmement rusé, très intelligent, fin, très ductile d'esprit. Il ne faut pas lui retirer ses qualités, mais très rusé. Laval voulait, lui, contrairement à Campincky et à moi-même, il voulait faire une carrière politique. Et à ce moment-là, il était installé à Aubervilliers, comme chacun sait. Et peu à peu, il a fait une carrière de gauche, d'homme de gauche. Il ne faut pas l'oublier. Puis quand il a été in bonis, si j'ose ainsi parler, en matière politique, qu'il a eu différents mandats, eh ben, sa vraie nature s'est révélée. Il est devenu peu à peu un modéré, puis un homme de droite. Autrement dit, il a fait une carrière personnelle, incontestablement. Et aussi, février 1934, eh bien, il a été de ceux qui ont été assez critiques. Tout le monde connaît ses démêlés avec les communistes, ses démêlés avec les socialistes, ses démêlés politiques, avec tous les partis politiques, que peu à peu, il a quitté, jusqu'au jour où, pour lui, la grande révélation, ça a été l'armistice. Car Laval avait toujours désiré être chef de gouvernement, président du Conseil, incontestablement, sous la Troisième, et même être un jour président de la République. Vous me direz, c'était ses ambitions saines? Oui, en principe. Tout homme a le droit d'ambitionner, d'avoir comme ambition de représenter son pays, comme parlementaire, ou d'être ministre, ou d'être président de la République, pourquoi pas. Ben,
Il y a tout de même certaines conditions, j'allais dire de déontologie, si vous voulez, en tout cas de pudeur et de réserve et de dignité. Bon, Laval est mort, je ne vais pas l'accabler, mais enfin, je l'ai connu comme un homme qui a continuellement louvoyé pour ses fins personnelles. Et alors, à Vichy, il est infiniment supérieur à Pétain. Pétain ne connaissait rien en matière politique. Pétain était un grand militaire, un grand soldat, il ne faut pas le lui retirer. Il n'a jamais été un chef d'État. Il avait le mépris de ce qui était politique, Pétain. C'était sa formation. Il était d'ailleurs très à droite, Action française. Et il a trouvé en Laval l'instrument qu'il lui fallait pour agir sur le plan politique. Et Laval a trouvé incontestablement en Pétain, c'est-à-dire mieux que le parapluie, l'auréole, la grande couverture qui lui permettait enfin de réaliser ce qui était son ambition depuis longtemps, être le chef du gouvernement, un peu le chef de l'État, le chef, même une partibus, le chef de la France. Voilà qu'a été Laval, sur quoi il a commis, à mon avis, quantité d'erreurs. Il a agi uniquement dans cette optique, il faut bien dire, il a fini par trahir. Lorsque, en juillet 1940, l'Assemblée a été convoquée, j'étais encore officier de marine. Comme je vous l'ai dit, je m'étais engagé dans la marine et j'étais parti depuis le 4 janvier 1940. J'étais en mer, comme on dit, j'étais en opération, comme on dit. Je n'ai pas touché la France depuis le 4 janvier. Nous avons été en opération tout le temps. Bon. Et quand l'armistice a été signé, mon bateau, enfin l'escadre dont je faisais partie, et dont le port d'attache était Toulon, l'escadre sud, comme on l'appelait, tous les bateaux constitués dans l'escadre sud ont reçu l'ordre de rejoindre Merciel-Kébir. Nous étions à ce moment-là dans la région d'Alexandrie, en opération, on nous a rappelés, et nous sommes arrivés, nous avons bossé, comme on dit en termes de marin, c'est-à-dire venir nous mettre au quai de Merciel-Kébir, ce qu'un nouvel ordre. Nous avons reçu l'ordre d'y rester. Quand je dis nous, je veux dire toute la marine, enfin toute l'escadre de ces. Et d'autres bateaux qui appartenaient à d'autres escadres de l'Atlantique sont venus nous rejoindre aussi à Merciel-Kébir, ce qui vous explique l'affaire de Merciel-Kébir. Presque toute la marine française s'est trouvée embossée là, dans cette baie de Merciel-Kébir. On pouvait me démobiliser, puisque j'étais engagé pour la durée de la guerre. Et qu'en principe, la guerre était terminée. Non, je n'ai été démobilisé que le 17 juillet 1940. Entre-temps, à l'Assemblée, je n'ai jamais reçu de convocation. Vous me direz, mais on ne savait pas où vous étiez ici. On savait admirablement où j'étais, puisque j'étais un officier français, j'avais le grade de lieutenant de vaisseau. Et j'étais donc au moins sur les registres des officiers. Et je vous répète, mon port d'attache était Toulon. C'est d'ailleurs à Toulon qu'il m'a fallu revenir pour être démobilisé. On savait parfaitement où j'étais. On savait que j'étais parlementaire. On pouvait me convoquer. On ne m'a pas plus convoqué qu'on a convoqué ceux qui se trouvaient à bord du Massilia et qui avaient été continués, le gouvernement français, en Afrique du Nord. Quand Pinky s'est trouvé à bord du Massilia, il n'a jamais été convoqué. Pas plus que Yvon Delbos, enfin tous les autres. Pas plus évidemment que Mendes France et Jean Zé et les autres. Donc je n'ai pas été démobilisé d'une part. Ça regarde la marine. Je leur fais encore reproche. C'était une chose naturelle. Je n'ai été démobilisé que le 17 juillet. L'Assemblée s'était déjà réunie. Et on avait donc placé à Vichy une sorte d'ersatz les services de l'Assemblée, ce qui fait que quand j'ai été démobilisé comme militaire, pour avoir un contact avec l'Assemblée, il m'a fallu aller à Vichy prendre contact avec les bureaux. Il y avait que des bureaux, là. Je n'ai pas besoin de vous dire, il n'y a pas eu de réunion d'Assemblée ni rien. Et personnellement, je n'ai pris aucun contact avec le gouvernement de Vichy, sauf deux fois. Une première fois, quand j'étais à Marseille. J'avais rejoint Campinki à Marseille, lequel avait pu rentrer d'Afrique du Nord et à qui on avait interdit tout mouvement, si j'ose ainsi parler. Il était interdit de rentrer à Paris. Il lui était interdit d'aller en Corse, surtout. On a créé une révolution des Corses. On l'a bloqué à Marseille sans jamais lui notifier aucun avis, ni de résidence, ni de rien. Et quand j'étais à Marseille à côté de lui, pour être à côté de lui, et ma femme et moi, parce qu'il était seul avec sa femme, il a été à la préfecture, je l'ai accompagné, dans le cabinet du préfet, qui le connaissait très bien, qui avait été un des préfets de la 3e. Devant moi, le préfet a téléphoné à plusieurs reprises
chez Pierre Laval à Vichy, ou au ministère de la Marine où se trouvait l'amiral Darlan, qui avait été une créature de Campinqui. On a toujours répondu, connaissant aucune décision prise contre M. Campinqui. M. Campinqui est à Marseille, il est à Marseille, mais il n'y a aucune décision prise contre lui l'interdisant de rentrer. Sur quoi Campinqui a dit, alors je rentre à Paris. On a donné l'ordre immédiatement au chemin de fer, comme on avait donné l'ordre à toutes les compagnies d'aviation et aux bateaux allant vers la Corse, de refuser tout passage à M. César Campinqui et à sa femme. Oui, voilà les procédés qu'on a envoyés. Et Pierre Laval n'a jamais voulu répondre à une lettre de Campinqui, ni au téléphone. J'ai vécu cela. Alors permettez-moi de vous dire que je peux avoir un jugement personnel qui n'est pas très favorable. Alors j'ai été à Vichy parce qu'on interdisait aux gens de couleur de passer la ligne. Vous le trouvez dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Témoignages » où je rapporte les textes notamment. J'ai été à Vichy, pas pour moi, car moi aussi on m'a refusé, bien évidemment. Mais j'ai été pour des compatriotes, dont certains étaient des professeurs au lycée Michelet, ou à Bordeaux, de l'autre côté de l'Agny, ou à Paris. J'ai été pour des compatriotes en uniforme qui venaient d'être démobilisés, dont beaucoup étaient des engagés volontaires, dont beaucoup d'autres avaient été mobilisés comme tous citoyens français que nous étions, et qui se sont trouvés avec l'armée française dans la partie qu'on appelait la zone sud, mais qui avaient toujours été domiciliés à Paris ou dans la banlieue, etc., à qui on refusait le passage en vertu de cette décision d'Hitler. Le passage refusé, vous le lirez dans mon livre, car j'ai reproduit l'affiche, aux Noirs, aux Arabes, aux Métis, aux Martiniquais, aux Antillais, aux Jaunes, etc. J'ai été protesté. Je n'ai rien de... Pas auprès du maréchal Pétain. J'ai été protesté auprès du ministre de la France d'Outre-mer. Je n'ai naturellement rien obtenu. Mais ma protestation a été publique et publiée. Je suis revenu une seconde fois, pour le même motif. Parce qu'il y avait un jeune Israélite que je connaissais, que j'avais connu à Paris. Il s'appelait Lévi. Donc, rien que son nom disait qu'il était israélite. Ce garçon-là, qui était d'origine russe, dont le père était naturalisé français, qui a fait ses études ici comme français, s'est engagé volontaire au début de la guerre, comme jeune médecin auxiliaire. Il a fait ce qu'on appelle la drôle de guerre, il l'a faite, car il a été blessé, il a eu la croix de guerre. Il a été refoulé en se battant. Tenez-vous bien, jusqu'à Mazamet, c'est pas la porte à côté, vous voyez. On lui avait enlevé la nationalité française parce qu'il était juif. J'ai été protesté, on l'avait enlevé à Hibou également, j'ai été protesté contre cela auprès du ministre de la Justice. Voilà les deux démarches que... Et là, j'ai obtenu satisfaction. Voilà les deux démarches que j'ai faites à Vichy. On ne m'a jamais... Là, je dois dire, j'ai rencontré des gens très honorables, comme Robert Schuman, comme Louis Marin, et beaucoup d'autres qui venaient protester au nom des Lorrains, au nom des Alsaciens, comme moi je protestais au nom des Noirs, des Arabes, des Juifs. Moi, je ne reconnaissais pas la France en Vichy. Et voilà pourquoi je n'ai jamais été vichysois. Et j'ai reconnu la France, au contraire, dans les résistants. Et quand je suis arrivé à Marseille, j'ai pris contact immédiatement avec, je peux vous le dire, Gaston Defer, qui vient de mourir, qui n'était pas parlementaire, qui était un jeune avocat, mais qui plaidait pour des résistants. Et comme il me connaissait, mais il m'avait connu de réputation comme avocat, comme ministre, comme outre-mer, il s'intéressait beaucoup à l'outre-mer, j'étais en contact avec la résistance pour plaider devant le Conseil de guerre, vous entendez, le Conseil de guerre à Marseille, pour des résistants qui avaient été arrêtés et qui étaient passibles de la peine de mort. Voilà mon premier contact avec Gaston Defer comme avocat, et Madame Poinçon-Chapuis, qui était une opinion politique différente, qui était MRP, comme on a dit par la suite. Nous avons été les trois avocats volontaires pour plaider pour ces 5 garçons qui étaient des trotskistes, ça ne correspondait pas sur le plan politique à mes conceptions, mais qui étaient des patriotes, qui avaient posé des bombes, etc. Et c'est ainsi que je suis entré en rapport dès le début, après ma démobilisation, et j'ai plaidé devant le Conseil de guerre, on a pu leur sauver la tête, et je suis resté en contact avec Defer, je suis entré dans le mouvement qu'il avait créé, Brutus, et ensuite combat. Pour nous, la résistance, c'était la France, et la France, pour nous, c'était la République, la démocratie. Je ne dis pas que seuls les républicains étaient patriotes, je ne dirais jamais ça. J'ai connu des gens de droite qui ont été très patriotes, qui étaient des Français, c'est-à-dire qui défendaient l'idéal de la France, qui, même s'ils n'étaient pas d'accord sur le plan politique, je ne dis pas des principes, de l'action politique, avec les hommes de gauche, comme ils disaient, étaient des Français qui n'acceptaient pas la domination
non seulement de l'Allemagne, mais de l'hitlérisme, qu'il ne faut pas oublier, du nazisme, qui était le symbole même de l'inégalité entre les hommes, donc contraire à tout ce que la France représentait à mes yeux. Je suis donc entré, ma femme aussi d'ailleurs, tous les deux, dans le mouvement de résistance. Quand la zone sud a été occupée, j'ai rejoint le mouvement militaire de résistance auquel j'avais déjà adhéré avant, dans le Cantal. Je suis devenu un officier des maquis du Cantal jusqu'à fin 1944. Autrement dit, parti à la guerre, si vous voulez, au 1er janvier 1940, je n'ai été démobilisé, les pièces officielles sont là d'ailleurs, qu'en fin octobre 1944, ainsi que Mme Mollerville. Alors si je vous dis ça, c'est pas pour me vanter, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui a un intérêt, je crois, c'est de montrer aux gens la fidélité que nous, puisque nous parlons des gens d'outre-mer, la fidélité que nous avons gardée à cette conception que la Troisième République nous avait donnée de la France et de son idéal humain. Et voilà pourquoi, à 43 ans, je me suis engagé et j'ai servi dans la marine. Et voilà pourquoi, 4 ans après, à 47 ans, je me suis engagé dans la résistance et dans les forces militaires des maquis du Cantal, pas par gloriole, pas par envie de tuer du Boche, pas du tout, mais pour faire ce que je croyais devoir faire pour un idéal qui est resté le mien. C'était Mémoire du siècle, aujourd'hui Gaston Mollerville, une émission de Dominique Chagnolot, chef opérateur du son Édouard Campras, collaboration technique Jean-Michel Gaudin, assistante de réalisation Brigitte Mazir.